l'amour. Salam, je vous souhaite bien le bonsoir, mon noble ami. Salam, je vous souhaite bien le bonjour au soir, mon noble ami. Et on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, une critique que je n'avais pas prévue à l'origine. En effet, après ma vidéo sur les remakes live Disney, j'avais envisagé la possibilité de faire une vidéo bilan à la fin de l'année revenant sur les remakes Disney sortis en 2019, parce qu'il y aurait de quoi faire une bonne vidéo critique et analyse. Et surtout après mon visionnage du Dumbo par Burton, cela m'avait conforté dans ma décision, puisque sous ces airs de remake à moitié, en reprenant la trame du film d'origine bazardée durant les 30 premières minutes, finalement ce remake reste sympathique mais sans de véritable âme, ou à part la reprise de la marche des éléphants, il n'y a pas cette beauté visuelle où on croit cet univers. L'écriture reste convenue et les personnages sont assez plats, ou bien certains sont à côté de la plaque. Donc pas de quoi être pressé d'en parler le plus vite possible. Mais il s'avère que je suis tombé sur un cas intéressant. Le cas Aladdin de Guy Ritchie. Restez où vous êtes! Arrière! J'ai dit dans le moindre détail, depuis le début. Je me réveille ce matin. Guy Ritchie, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un yes man abordant ses projets sans en avoir l'envie de créer quelque chose. Et en côtoyant le succès comme les échecs cuisants durant sa carrière, son style ne lui permettant pas forcément d'attirer le public dans les salles, entraînant donc une irrégularité flagrante dans son parcours. Guy Ritchie a un style avec lequel il peut pondre d'excellents films, comme des nuls. Guy Ritchie a un style bien à lui quand il met en scène des personnages atypiques connaissant le monde de la rue et pratiquant la fourberie pour arriver à leur fin, le tout dans des plans dynamiques. Même si son style n'est pas parfait à cause de sa mise en scène plus en retrait et cote lors des scènes d'action, mais est efficace sur des moments plus calmes auxquels il peut poser une ambiance. Tu la fermes et tu poses tes grosses miches sur ton fauteuil. Voilà, ce genre de séquence auquel il peut faire preuve d'un montage à la mécanique huilée, comme les célèbres monologues intérieurs de Sherlock Holmes 1 et 2 lorsque le personnage se bat. Primo, détournez l'attention. Puis bloquez son cou en aveugle. Répliquez par crochet sur joue gauche. Donc avec un style aussi identifiable que marqué et des thèmes de prédilection tournés plus vers les ados / adultes, Guy Ritchie ne s'apposait donc pas d'emblée à la mise en scène d'un remake live Disney centré sur Aladdin. D'autant plus que ça intervient après le beat de son roi Arthur et se lui coupant les moyens de financer ses 5 potentielles suites. Alors, Guy Ritchie sur Aladdin. Opportuniste? Créatif? Bah, un peu des deux. Faut dire aussi que l'œuvre d'origine de 1992, réalisée par Ron Clements et John Musker, est un excellent dessin animé. Avec une mise en scène dynamique et rythmée lors des très bonnes chansons, une animation superbe où on sent la chaleur et la beauté d'Agraba, des personnages bien écrits et marquants, un duo de méchants iconiques, une morale sur la délivrance des conditions sociales. Si, réfléchissez et vous verrez. Donc, face à ce très bon film, est-ce qu'il y avait un quelconque intérêt à en faire un remake? Une raison particulière autre que financier qui puisse justifier son existence? Réponse dans un instant. Bref, inutile de vous faire miroiter plus longtemps, cet Aladdin 2019 n'est pas forcément utile. Mais attendez de voir la suite. Il reprend certaines scènes du dessin animé sans en comprendre ce qui faisait le génie. Lol. Des fois ça se joue à quelques menus détails mais qui ont leur importance pour mieux rythmer une séquence. Je pense par exemple à la fin de la chanson « Je vole » où qui, malgré tout ce dynamisme et tout ce jeu dans le décor réel, Aladdin finit par un simple « Je vole » fixe et timide, tandis que dans le dessin animé, quand il dit ça, il saute et il le crie. Pareil pour Voleur, Vaurien ou soit Prince Ali, où c'est assez plat au niveau de la réalisation, ou soit ça manque plus d'implication pour créer du drame intimiste, ou soit pour dynamiter une grande chorégraphie. Et c'est pas aidé par ce côté, on tourne avec plusieurs caméras, on tourne ça vite fait et on verra au montage. Montage qui peut donc manquer de fluidité et de cohérence dû à des cuts bizarrement placés. D'ailleurs, ces quelques problèmes sont visibles dans l'extrait de la chanson Prince Ali, disponible sur internet, où les plans s'enchaînent étrangement avec des axes de caméra trop différents, d'où cette sensation de non-fluidité. C'est assez tatillon de dire ça, mais en même temps ça allait pas l'être parce que ça reste quand même plus vif et moins plat que les plans trop longs et le montage mou du remake de La Belle et la Bête par Bill Condon. Promis, je vais essayer de pas y revenir trop souvent sur ce film.
Également dans les reproches, un petit côté cheapos dans les FX, comme par exemple certains plans d'ensemble de la ville d'Agraba, où on sent bien les effets visuels qui donnent pas ce petit côté authentique, malgré le fait qu'ils aient construit de nombreux décors réels, magnifiques et vivants. Parce que oui, contrairement aux Alice ou aux Dumbo de Tim Burton, ou bien un autre film que je ne citerai pas, l'univers présenté est vivant. Les couleurs sont vives et chatoyantes, les décors et les costumes ont de nombreuses palettes de couleurs pour qu'on embarque dans un monde imaginaire sans qu'on se pose de questions. Et c'est pour ça que je pense qu'on se rapprocherait du Cendrillon de Kenneth Branagh. Je vais expliquer plus loin. Ce qui fait la force de ce remake, c'est qu'il propose suffisamment de différences et de choix discutables pour offrir une bonne alternative. Par exemple, dans les choix discutables, mais dans le mauvais sens, la chanson de Jasmine. Bonne idée pour une exécution qui l'est moins. En fait, le problème de cette chanson, c'est qu'elle met littéralement le film en pause parce qu'elle chante la chanson dans son esprit et après elle revient à la réalité pour délivrer son discours cliché pour parler à un garde à Kim dans lequel on donne trop d'importance. Alors qu'en fait non, il aurait juste fallu qu'elle chante tout de suite la chanson après que Jafar ait pris le rôle de sultan. Comme ça, elle chante sa chanson et comme ça aurait donné un peu plus d'importance, d'impact à son développement et surtout d'impact et de rythme à la scène. Justement, Jafar qui lui chante, lui interdisant de parler, et comme ça, Jasmine fait « Non, tu m'interdiras pas de parler, je suis beaucoup trop en rage pour me taire ». Voilà, c'était compliqué de faire ça. Par exemple, dans les bons choix discutables, le destin du génie. Ça peut avoir du sens et être justifié. Pareil sur comment ils ont amené une variante des éléments du dessin animé, comment Jasmine reconnaît Aladdin quand il est en prince, comment Aladdin se comporte quand il est en prince, comment le génie aide Aladdin pour qu'il réussisse, pourquoi c'est important d'être précis quand on fait un vœu. Bref, on est en terrain connu, mais il y a des changements qui sont la bienvenue. Et ça avant tout grâce au travail de John August qui a écrit... Ah, et deux Charlie's Angels, ouais. Kate Burton quand même, ouais, mais... Ah, il y a du bon taf, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Enfin, je crois que tous les bons petits trucs, les petits détails comme ça, proviennent de Guy Ritchie, qui a coécrit ce remake. On sent qu'il est restreint, qu'il n'a pas le même verve parce qu'il fait un film live Disney en même temps, oui, mais en fait, sans jamais vraiment tomber dans la facilité ou soit sans changer stupidement des choses. Mais en fait, oui, il y a quand même ce gage de qualité. Mais surtout, c'est pour ça que je le rapproche du Cendrillon de Kenneth Branagh, parce qu'on retrouve la magie du dessin animé dans certaines scènes. Il a su apporter sa vision, bien que mise en retrait, il a su apporter sa patte en y insufflant au film une dose d'énergie et de conte féerique. Je suis ton meilleur ami a une mise en scène dynamique, usant habilement des effets spéciaux pour faire de bonnes transitions afin que le rythme ne faiblisse jamais. En plus, ça propose une sympathique reprise, ça propose sa version, contrairement au copier-coller sans âme de La Belle et la Bête. Même ce rêve bleu est poétique. Peut-être juste que les personnages manquent d'un peu plus de sourire, mais sinon on ressent bien ce sentiment de liberté où on est transporté à dos de tapis. Non, franchement bien joué. Mais surtout le gros changement, et c'est pas pour rien que j'ai mis ça en début de vidéo, Nuit d'Arabie. Oui. Surtout que dans le dessin animé, ça ouvrait le film, et surtout que ça servait à planter le décor de la ville d'Agraba, son mode de vie, et c'est tout. Justement. Tandis que là, ça sert à planter le décor, de passer de personnage en personnage, le tout dans un plan séquence magnifique, et surtout de comprendre qui est qui et pourquoi. Et je dois admettre que j'ai eu des frissons pendant cette chanson, oui, parce qu'elle a été bien remaniée, c'est une version plus classe et épique, plus grandiloquente, mais ça justifie, et puis surtout la réussite de la mise en scène, et surtout le sens que ça en dégage, parce que dans le dessin animé, comme j'ai dit, ça ouvre le film et on voit le conteur de l'histoire, tandis que là, dans le remake, ça après un dialogue avec le conteur de l'histoire, et ensuite il y a la musique. C'est une approche différente, mais qui a tout autant de sens. C'est un changement qui justifie, parce qu'à l'inverse de certains autres remakes, changer une chose, la supprimer ou la déplacer, peut faire écrouler ton château de cartes de la narration si tu tiens vraiment à être fidèle à l'œuvre d'origine. Ici, dans ce Aladdin 2019, ces changements amènent à de nouvelles pistes intéressantes, sans faire des rajouts stupides et explicatifs, inutiles et débiles.
Et grâce à Dieu, je les en remercie d'être évités de tomber dans le piège. Parce qu'ils nous expliquent pas, par exemple, que si Iago parle, c'est parce que Jafar a transformé un humain en perroquet, ou soit on n'en fait pas des caisses autour des parents d'Aladin, ou soit sur la mère de Jasmine. Hein, sur la mère, hein. L'autre, on apprend que la mère de Belle, elle est morte de la peste dans le remake de La Belle et la Bête, et que ça sert à rien. Et punaise, voilà que je reparle. Mais quoi qu'il en soit, même si ça n'entache pas le film, je regrette un petit peu l'absence de la chanson de Jafar. Oh bah transition parfaite! Il y a deux personnages sur lesquels j'aimerais revenir, à savoir Jafar et le génie. Commençons par Jafar. Jafar dans le dessin animé est absolument génialement machiavélique, qui veut devenir sultan à la place du sultan. Il est charismatique avec sa manière de parler et comment il s'impose auprès des personnages. On ignore ses origines et c'est un méchant classique dans son objectif, mais marquant par son sadisme et son intelligence. Puis, son duo avec Iago est excellent. Les deux personnages se comprennent, partagent le même point de vue, rigolent ensemble et agissent en vrai duo. Iago, c'est un personnage à part entière, et Jafar est là pour sublimer cette relation. D'ailleurs, voici mon gag préféré avec eux. Jafar! Oh, princesse. Jafar, je suis coincé. Sans déconner. Ça restera le passage le plus drôle de toute l'animation, et je sais même pas expliquer pourquoi c'est si drôle. Bien sûr, ici, il va pas être question de dire « Ah, c'est différent du dessin animé, donc c'est nul ». Bien sûr que c'est pas le genre de la maison, mais pourquoi Iago parle pas dans cette version? Enfin, c'est dommage, c'était vachement drôle, mais... Enfin, oui, en même temps, ça justifie pourquoi il parle pas. Enfin, oui, après, c'était pas forcément utile aussi, oui. Mais... comment tu peux justifier alors pourquoi Jafar est aussi... banal? C'est pas un ratage, c'est juste que c'est un méchant lambda et cliché, mais qui a le mérite de pas être vide. C'est juste qu'il n'arrive pas à s'imposer en tant que méchant sur la durée. Parce que pourtant au début c'est pas ça ce qui manque, hein. Dès qu'on nous le présente, il est assez imposant, justement, il est charismatique, surtout quand il nous explique qu'il vient de la rue, justement que c'est un gars qui a dû tout faire pour obtenir de grands pouvoirs et qu'on sait que rien ne l'arrêtera. Avant de tomber dans le cliché du méchant qui tue un de ses sbires de sang-froid. Et ça dans la même scène d'introduction. Loupé. Puis le génie dans ce film est différent. Et bien heureusement. Copier le style de Robbie Williams n'aurait amené que plus de soucis et amené un problème d'identité pour l'acteur qui s'y colle, contraint de laisser tomber sa personnalité au profit d'une pâle copie. Et j'ai envie de dire, tant mieux qu'ils aient évité le piège. Alors certes, le génie du dessin animé est plus dynamique, plus énergétique, improvise la plupart de ses répliques, tandis que celui du remake l'est beaucoup moins. Mais en même temps, c'est normal. Dans la fabrication d'un dessin animé, avant de passer à l'étape d'animation, l'équipe du film fait venir le casting vocal afin d'enregistrer leurs répliques, et c'est plus précisément là que pas mal de réécritures se font, surtout quant à Robin Williams qui est une pile électrique et qui enchaîne les improvisations aussi vite que l'éclair, à tel point que son jeu a influencé la direction du personnage. Mais là, comme c'est en film live et que le personnage nécessite des effets spéciaux, l'improvisation n'est pas vraiment possible. Sûr, Will Smith a très bien pu improviser certaines de ses répliques au vin quand il est en humain, mais comme l'équipe du film doit tourner des choses tangibles qu'ils ont dû préparer des mois à l'avance afin de bien être coordonnés, c'est plus compliqué pour Will Smith d'inventer des choses quand il est en génie. Et puis surtout, malgré ses pouvoirs cosmiques phénoménaux, eh ben, il reste humain en aiguillant Aladdin dans ses choix afin qu'il prenne le meilleur chemin possible et en révélant des sentiments amoureux. Il est drôle qu'il reste vif dans ses répliques et dans ses gestes, et ils ont même respecté le fait qu'il brise le quatrième mur sans qu'ils en fassent des tonnes. C'était le personnage le plus compliqué à mettre en scène, ils auraient pu totalement tomber dans la caricature grossière du comic relief bas de gamme, mais étonnamment, c'est celui qui s'en sort le mieux en live, c'est incroyable. Et puis même les FX sont vraiment réussis, on croit vraiment à sa présence lors des scènes. Et pour Aladdin et Jasmine, je trouve qu'on la reconnaît bien, mais qu'ils ont su apporter une autre couche à leur personnalité. En fait, Aladdin c'est toujours le petit malin filou de la rue, mais qui a moins confiance en lui, ce qui fait qu'on peut se sentir plus proche de ce personnage. Tandis que Jasmine a une personnalité beaucoup plus marquée, qui cherche plus la reconnaissance, qui a plus de failles et plus de fragilité en elle. Bref, c'est une réécriture intéressante des personnages. Ouais, mais on en parle de la servante de Jasmine, assez inutile, et du sultan qui est plus du tout marrant. Alors, comment t'expliquer? Parce que pour Dahlia, en fait, elle a un développement
classique, mais elle est beaucoup trop en retrait. Mais c'est normal, c'est un personnage qui est secondaire, voire tertiaire, donc c'est normal. Mais elle a un cheminement en adéquation avec les thématiques du film. Et pour le sultan, j'ai envie de te dire, il dirige un état, c'est normal qu'il soit un moins drôle, faut qu'il dirige sérieusement le pays aussi, tu réfléchis ou pas? Et puis surtout, s'ils avaient fait le même sultan que le dessin animé, on aurait été les premiers à crier à l'incohérence. En plus, j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils ont fait de cette manière, parce que comme ça, ils ont évité de faire un sultan. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie, pleine de grâce. Puis niveau thématique, on est dans la continuité du dessin animé, puisque les personnages veulent toujours sortir de leurs conditions sociales pour avoir une meilleure vie en adéquation avec eux-mêmes ou selon leurs principes. Puisque là, ils mettent en exergue les thématiques du film, avec tous les changements qui ont donc amené à quelque chose. Et c'est peut-être le seul point que le remake a fait mieux que l'original. Mais voilà, cet Aladdin 2019 reste quand même inférieur au dessin animé de 92. Pas forcément utile, une direction artistique perfectible sur certains points, des reprises loupées, d'autant plus que Guy Ritchie a certainement dû accepter le projet pour pouvoir continuer à faire du cinéma, sans pour autant se dénigrer en faisant quand même de la qualité. Parce que ouais, cet Aladdin 2019 mérite le coup d'œil. En définitive, c'est ça. C'est un remake fidèle qui a su apporter sa vision, peut-être pas le meilleur, mais qui se situe dans les bons films. Voilà, avec ses qualités et ses défauts, mais les défauts n'empêchent pas le plaisir de visionnage. Et puis, finalement, quand on y repense, rien n'annonçait une future grosse catastrophe comme La Belle et la Bête. Bref, en espérant que la vidéo vous ait plu, parce que moi en tout cas je me suis éclaté à la faire. Bon, je suis erraté, je suis fatigué parce que j'enchaîne depuis le début du tournage jusqu'à la fin, voilà. J'ai essayé de raccourcir au mieux la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, mais bon, on verra bien. Je vais essayer vraiment de la rendre dynamique. J'espère que vous penserez qu'elle est vraiment bonne cette vidéo, voilà. Oui, j'improvise totalement ce que je dis là, voilà, il n'y a pas de texte. Voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu, voilà. Bonne continuation à vous, bonnes vacances, des trucs comme ça, éclatez-vous, voilà, profitez de la vie, voilà, vraiment, amusez-vous, c'est vraiment le mot d'ordre, éclatez-vous, voilà, videz-vous la tête, voilà, bref, parce que moi aussi, j'ai envie d'accéder à ce rêve bleu, voilà, ouais. Donc, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut. Salut.